Salut Maurice, comment ça va? Salut Robert, bonne rentrée. Ah bah pour moi c'est pas la rentrée, hein. Pour l'instant c'est la grève. Faut dire que c'est la rentrée politique, mais aujourd'hui moi je suis avec mes amis du Nouveau Front Populaire en train de manifester contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et oui, moi je veux que les vacances continuent. J'étais en vacances dans le sud, j'étais en vacances en Sicile et j'ai envie de semaines de vacances supplémentaires. Écoute, je pense que je vais gonfler vos rangs, car je suis un fervent militant de l'Eternal Summer. Cette- Ce rêve idyllique d'un été qui ne s'arrête jamais, mais malheureusement. Ah ben ça existe, hein, ça s'appelle la retraite mon cher ami. Ouais, ou sinon le fait d'habiter au tropique. Retraite en croisière. Voilà, être retraité et vivre au tropique. Ça c'est réglé. Bon, un jour, si on nous fait pas partir à la retraite à 95 ans, mais en tout cas pour l'instant, nous sommes de retour à Paris. Et je peux te dire qu'on est loin de la météo des Caraïbes, hein. Ah ben moi je me suis enrhumé en rentrant, hein. Je suis passé de 30-36 degrés à 18 degrés avec de la pluie et du vent. Alors je suis content d'avoir un peu de frais, mais mon corps a beaucoup moins aimé, et donc j'ai la gorge en compote. Bon, en tout cas, nous sommes de retour. Nous avons le plaisir de se retrouver. Le dernier épisode, c'est une publication que tu as faite sur la notion de dividende. Donc j'espère que vous avez fait vos devoirs et vous l'avez écouté. Plutôt regarder, Et hein, c'est mieux, il y a un format visuel avec ouais, des il notes. y a le format vidéo qui est beaucoup mieux parce qu'il est animé, etc. Par contre, j'ai eu des très mauvaises surprises en faisant le montage, parce que le logiciel que j'utilise, qui s'appelle Clipchamp, m'a causé plein de problèmes à la compilation, où en fait il décalait le son par rapport aux endroits où je l'avais coupé, et ça fait un son qui a été assez médiocre à beaucoup d'endroits. Et donc j'ai rage quit Clipchamp et j'ai résilié mon abonnement, et maintenant je n'utiliserai plus que Audacity, parce que en fait j'ai passé trop de temps à monter et à remonter ça, et vraiment ça m'a découragé. Sachant qu'en plus quand j'ai voulu faire des shorts, il y a plein de soucis. Ils ont perdu un fidèle client. Ah bah ouais, bah surtout que je trouvais en soi que le logiciel était assez bien et qu'il avait tendance à s'améliorer, mais là depuis qu'ils ont fait quelques mises à jour, bah en fait sur le son il y a plein de bugs, et donc je veux plus perdre du temps comme ça. Et sans parler de problèmes qu'il y a sur les sous-titres, où tu mets à jour les sous-titres, mais quand tu exportes le fichier, t'as toujours les vieux sous-titres qui sont pas bons. Enfin bref, ne rentrons pas dans ces détails où la bonne humeur du dimanche matin va disparaître. Très bien. Bah, les amis, vous nous connaissez bien désormais depuis les quelques années que nous animons cette émission. Nous avons plusieurs rubriques, plusieurs types d'épisodes à vous proposer. Et aujourd'hui, on vous propose un kiosque, une deuxième édition du kiosque du régime des actifs. Donc, on a eu un premier épisode du kiosque de Robert, et cette fois, c'est le kiosque de Robert et Maurice, car nous allons tout simplement entamer une discussion sur des bouquins que nous avons pu lire cette année. Alors, je propose qu'on présente au minimum 2 bouquins chacun. Ouais, Et ouais, c'est ça. voilà, c'est le club de lecture. On vous présente des petites lectures qu'on a aimées et on peut en discuter rapidement. On va présenter minimum 2 bouquins chacun, et après si on a un peu de temps et que l'épisode est pas trop long, on pourra faire des mentions complémentaires, des mentions honorables. Mais oui, c'est vrai que le sujet de la littérature, c'est un sujet... Alors, la littérature, bon, c'est peut-être un bien grand mot, parce que dans les livres qu'on a lus, il y a sans doute de la littérature, mais il y a aussi peut-être des livres un peu plus intellectuels. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, on n'en parle pas forcément souvent, mais c'est important de lire, c'est important de se cultiver. On est en permanence à ingérer du contenu qui est plutôt du contenu assez passif, hein. Bah là vous nous écoutez, vous interagissez pas forcément avec nous, ou éventuellement vous regardez une vidéo. Mais lire c'est aussi un moyen d'être moins passif, parce que effectivement on lit le média d'un autre, mais on a le temps de passer le temps qu'on veut pour relire les pages, pour prendre des notes, etc. Et on trouve C'est le souvent du régime des contenu qui est... passifs.
Ouais, ouais, ben voilà, il faut être un peu plus actif, un peu moins passif. Et voilà, la littérature, c'est aussi les livres plutôt, c'est l'occasion d'avoir des idées souvent qui sont plus développées, qui sont un peu plus complexes, et voilà, ça développe la concentration, etc. Alors, je dois avouer quelque chose. C'est que j'ai été très mauvais lecteur cette année. J'ai très très peu lu, malgré le fait que tous les ans, quand arrive le 1er janvier et qu'il faut faire sa petite liste de bonnes résolutions, tous les ans, la première chose que je marque, c'est lire plus. Et là, ça a été une catastrophe. Bon, après, l'année n'est pas terminée, donc je peux me rattraper. Mais non seulement j'ai peu lu, mais en plus, il y a énormément de bouquins que j'ai commencé sans jamais finir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à corriger. Les livres et moi, c'est comme une relation amoureuse, tu vois. S'il n'y a pas l'étincelle au début, bah, je m'y attache pas et je la quitte, tout simplement. Ouais, ben alors moi je serais peut-être pas. Moi ça m'arrive peut-être moins souvent d'avoir un livre qui me tombe des mains et que je ne lis pas, mais effectivement c'est vrai que je trouve que se lancer dans un livre c'est pas toujours facile, même des bons livres, parce que le début peut être chiant et parfois juste le livre est chiant. Et alors je suis peut-être moins difficile que toi, mais il y a effectivement quelques livres qui me sont tombés des mains. Après, malgré tout, j'ai quand même bien profité non seulement des transports en commun et des vacances pour lire. Dans les transports en commun, j'ai plutôt lu pardon des livres assez courts, donc faciles à lire avec des chapitres. Et les livres un peu plus difficiles, ben, j'ai profité des vacances, d'être à la plage sur un bench pour pouvoir les lire. Avec ton cigare. Exactement. Ouais, ben, les transports en commun, c'est ce qui me sauvait en fait par le passé. Parce que j'avais des longs trajets à faire pour aller soit aux études, soit au travail. Et sauf que désormais, bah, j'ai optimisé mon temps de trajet. Par exemple, bon, je travaille dans le centre de Paris quand je vais au cabinet et j'en ai pour 20 minutes. Donc c'est pas évident, tu vois, en 20 minutes de se concentrer pour... surtout que sur les 20 minutes, il y en a que 15 de transport. Donc c'est pas évident de se poser 15 minutes et de se concentrer pour entamer une lecture. Et bon, après, sinon, bah, les autres pages que j'ai réussi à lire, c'est quand je vais à la Défense, où là, c'est beaucoup plus long, donc il n'y a pas de problème. Et d'autre part, bah, je suis un peu difficile sur les bouquins que je lis, parce que souvent, en fait, je recherche un thème. C'est un peu cyclique. Par période, comme ça, tous les ans, je cherche des bouquins qui m'inspirent telle ou telle émotion ou telle idée. Donc, par exemple, il y a un truc comme 5 ans, j'étais fasciné par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et du coup, je lisais tous les bouquins sur le sujet. Et bah, cette année, à mon anniversaire, il y a mon petit frère qui m'a offert un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. Et sauf que, bah, aujourd'hui, j'en avais absolument plus rien à foutre. Et du coup, quand bien même le bouquin était bien, bah, impossible de le finir, tu vois. Enfin, j'étais vraiment pas dans le mood, comme on dit en anglais. Alors, tu vois, autant je pense que quelqu'un qui a pas l'habitude de lire, c'est aussi bien qu'il se focalise sur un thème qui lui plaît. Moi, j'ai pas lu pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire que je lisais beaucoup au collège, puis on m'a mis un téléphone entre les mains et je me suis magiquement détourné des livres et j'ai repris la lecture pendant mes études supérieures. Et au début, moi aussi, je lisais que des livres qui m'intéressaient ou des livres assez faciles à lire, donc ou sur des thèmes économiques qui m'intéressaient, avec beaucoup les économistes autrichiens, etc. Et des romans policiers classiques ou des Jules Verne. Et maintenant, ce que je fais, maintenant que c'est redevenu plus simple pour moi de lire, c'est tout simplement que je vais me forcer à faire un coup un roman, un coup un livre plus intellectuel. Comme ça, j'alterne entre les deux et je suis pas prisonnier d'un style. Mais c'est vrai que parfois c'est assez compliqué, hein. Et d'ailleurs, les transports en commun c'est pratique pour lire, mais tant que le livre est pas trop gros et que il y a pas des chapitres trop denses, parce que sinon, si le livre a une écriture un peu alambiquée ou nécessite quand même une forte concentration, c'est pas toujours optimal comme expérience. Alors sur Très ce, bien, bah, mon cher voilà. kiosquier Maurice, je te propose d'ouvrir le bal avec le livre Ah bon, bah, que tu souhaites j'ouvre, proposer à nos j'ouvre. chers auditeurs et futurs lecteurs.
ouvrons le bal, je vous prends par la main et la taille. Je vous fais virevolter et je vous présente un bouquin qui nous a été conseillé par ce cher Apollon le Breton, que vous connaissez bien, et que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur cette émission. Allez écouter l'épisode Le druide de Wall Street. Non, c'était le druide de Rothschild. Druide de Rothschild, dans la rubrique du jeune actif du jour, où nous posons toujours la même question à la fin, qui est de savoir s'ils ont un livre à nous recommander. Et donc ce brave Apollon nous avait recommandé un livre qui s'appelle Magna Mater Financiae, le roman noir de la finance, c'est ainsi qu'il s'intitule, qui est un ouvrage de Véronique Nguyen, qui est professeure à HEC, responsable du master Strategic Management au sein d'HEC. Donc c'est un ouvrage qui fait environ 200 pages, et qui ressemble plus à une nouvelle qu'un livre, tant il est court, et qui nous plonge, alors ça mélange le roman et le cours de comptabilité. Donc c'est là toute l'originalité de cet ouvrage. On suit la vie d'un personnage qui s'appelle Émile, qui est un jeune homme normand, venant d'une famille modeste, et qui arrive à HEC. Et toute l'histoire se déroule ensuite dans l'enceinte de l'école de commerce, où il fréquente plusieurs professeurs de cette institution, et va tenter de déceler un mystère. Il arrive quelque chose dans l'école, je ne vais pas vous divulguer tout le roman non plus, et il doit déceler ce mystère, surtout identifier la façon d'appliquer le nombre d'or dans la finance d'entreprise pour déceler ce mystère. Et donc c'est un bouquin qui est assez original parce que justement on a toute une partie qui est une sorte de roman, et un roman ma foi assez banal parce que on a l'histoire d'un étudiant, des aspects de sa vie, des aspects de sa scolarité à HEC, et il va fréquenter 3 professeurs qui ont tous les 3 une particularité et qui enseignent une matière différente à HEC, et qui ont des traits de caractère très différents mais finalement assez complémentaires. Et là, au milieu du bouquin, ça a changé de tonalité. Et il y a une sorte de retournement mystique qui intervient, avec un vrai mystère et des éléments un peu paranormaux. Enfin, pas paranormaux, mais fantastiques. Et qui débouche sur un chapitre uniquement dédié à l'enseignement des bases de la finance d'entreprise. Donc on a environ une 20aine de pages, qui est intitulé le chapitre technique, où le personnage principal analyse élément par élément, par exemple la marge nette, les flux financiers, la notion de BFR, des notions de rotation de l'actif économique, des notions de profitabilité, des notions de valorisation de l'entreprise, et les analyse une à une, de façon assez succincte, hein. C'est pas non plus un Et bouquin, alors du coup, toi, ça t'a permis d'apprendre des choses et de prendre des notes et de mieux comprendre les notions de finance d'entreprise en général? Oui, il y avait des notions que je connaissais pas, donc c'était fort utile. J'ajoute donc ces notions à mon escarcelle des connaissances. Et j'ai pu prendre des petites notes, en particulier sur ce chapitre où je me suis forcé à m'asseoir et sortir mon carnet. Donc c'était assez intéressant. Voilà, donc je vous reconseille ce bouquin. Après, si je devais émettre une critique, voire des critiques, parce que le livre est loin d'être parfait, c'est qu'il est trop court. En fait, l'autrice tente vraiment un genre, mais n'est pas allée au bout de cette expérience parce que on nous balance tout un tas d'éléments qui mériteraient en fait d'être poursuivis sur des chapitres plus longs. Par exemple, il y a le premier chapitre, c'est la vie du personnage au travers de sa relation avec ses parents, et qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, on nous présente vraiment des éléments très personnels sur sa mère, son père et leur famille, et après, boum, on change complètement de scénario. On arrive à HEC, et là, c'est tout à fait différent. Et enfin, mais il y a la deuxième partie de l'ouvrage où il y a ce retournement mystique, et qui là aussi, il arrive vraiment de façon soudaine, et on se dit mais comment ça se fait quoi, enfin, quel était le lien directeur du début à la fin? Il y en a pas vraiment, et c'est un peu capillotracté. Mais bon, voilà, c'est dommage. Si ça avait été plus long et que on avait pu lisser cette expérimentation sur, je sais pas, au minimum 400 pages, ça aurait été un ouvrage vraiment exceptionnel. Donc la note de Maurice, elle est de 14 sur 20. Voilà. Très bien. Eh bien, où est-ce que excuse-moi, j'ai oublié, mais est-ce que tu as précisé du coup l'édition à laquelle on peut trouver ce livre?
Ouais, je pense que c'est auto-édité parce que je l'ai acheté sur Amazon d'occasion. En fait, quand Apollon le Breton nous avait nous avait conseillé l'ouvrage, j'avais essayé de l'acheter et il était indisponible parce que en rupture de stock et je pense que c'est un bouquin qui a dû sortir il y a quelques années donc il ne devait pas y avoir non plus énormément d'exemplaires. Et récemment, j'ai testé à nouveau parce que j'avais plus rien à lire et il était disponible en deuxième main. Donc j'ai réussi à me le fournir et je l'ai pas payé bien cher, je l'ai eu à 7 euros. Là où quand j'avais regardé à l'époque, ils se vendaient quand même beaucoup plus cher, quelque chose comme 40 euros. Alors ne mettez pas 40 euros dans ce bouquin, hein. Vraiment, ça vaut vraiment pas la peine. En revanche, 7-8 euros, oui, facilement. Alors très bien, ben, vous trouverez toutes les informations, donc le nom du livre et l'auteur dans la description, donc n'hésitez pas à regarder sur eBay, sur Le Bon Coin, etc. pour voir si vous trouvez le livre d'occasion. Voilà, donc c'était Magna Mater Financiae. Très bien, alors mon cher Maurice, est-ce qu'on passe au livre suivant? Alors c'est à ton tour, cher ami. Très bien, alors moi j'aimerais te parler d'un livre qui est un peu plus classique et qui sort du thème de la finance, et ce livre, c'est un livre qui s'appelle Justine, ou Les Malheurs de la Vertu, qui est un livre qui a été écrit par le marquis de Sade, Ah, donc qui est... Justine, si je t'attrape, je te... on ne dira pas la fin, mais je crois qu'il s'agit d'une histoire de Code-Pin. Et alors, Le concours l'épine. le concours Lapine. Alors, alors, Justine, c'est un livre qui a été écrit par le marquis de Sade, donc qui est Oui, d'autant plus, putain. un auteur assez sulfureux, disons. L'arrière-grand-père de Sieur Lesquin. Euh, qui est ce Sieur Lesquin? Bon, très bien. Bon, ben, je chercherai sur internet. Je ne connais pas. Alors, donc Justine de Sade, c'est un conte philosophique et parfois assez pornographique qui raconte les aventures de Justine, une jeune fille pieuse qui se retrouve pauvre et orpheline. Donc en fait l'histoire se situe, si je me trompe pas, fin 18e siècle, vers 1770-1775. Et on suit du coup les aventures de cette jeune fille vertueuse qui s'appelle Justine, qui vient d'une bonne famille, qui se retrouve à la rue et chassée de son couvent dans lequel elle faisait ses études, tout simplement parce que ses parents décèdent. Et elle va se retrouver confrontée à tout un tas d'épreuves dans la misère, dans la pauvreté, qui vont mettre à l'épreuve sa morale. Et en fait, à chaque fois, elle va se retrouver confrontée à des gens parfaitement horribles, hein, que ce soit des voleurs, des tueurs, même des violeurs, en tout cas des gens parfaitement dégoûtants. Et à chaque fois, elle va se retrouver face à un choix, qui va être le choix ou de suivre la vertu, donc en soi la morale catholique, ou de s'adonner au vice. Et à chaque fois, elle va faire entre guillemets le mauvais choix, qui est le choix de la vertu, et ça va la plonger dans une situation encore plus terrible. Et on alterne entre des passages qui sont tout à fait scabreux, hein, qui peuvent être assez gênants à lire. Et là, je vous préviens, hein, c'est pas que des histoires de viol, c'est aussi de la violence qui est proche du cannibalisme. Il y a même de la pédophilie, il y a de l'homosexualité, des trucs comme ça. Et à côté de ça, des discours entre Justine et ses tortionnaires, qui vont être en fait Ça ressemble beaucoup au prochain bouquin que je vais présenter. qui vont être des échanges philosophiques d'un niveau qui vont être assez élevés, parce que Sade fait dépeint bien en fait le discours qui est celui qui l'attaque, qui est le discours de la vertu, et il défend sa philosophie et son idéal. Et en fait, dans ce livre, il y a un côté très voltairien, dans le sens où
Justine fait un peu penser à Candide, qui va toujours faire les mauvais choix et qui, par naïveté et qui par vision assez positive de l'homme, va faire le choix de l'honnêteté, va se retrouver dans des situations totalement terribles. Et aussi, il y a un côté très proche d'une morale nietzschéenne, dans le sens où, en fait, Sade va faire une critique très acerbe de la religion, de la morale des faibles, et va développer sa vision de ce qui est moral, ce qui est juste, et en fait, ce qui est juste pour un homme, et même pour une femme, c'est de suivre ses instants, et de chercher son plaisir, et ce sans se laisser distraire ou tromper par la morale des faibles qui cherche à te dissuader de faire ce qui est juste. Et comment dire, en fait, là, on n'a pas affaire à un surhomme, on n'a pas le surhomme nietzschéen, mais on a le libertin qui a franchi de la morale. La force est son droit. Le libertin, là, c'est pas Gérard Larcher ou Éric Zemmour qui vont au club échangiste. Hein. Non, non, le libertin, c'est dans tous les sens du terme. C'est un bandit, c'est un assassin, c'est un gars pour qui la force est le droit. Et qui s'adonne à tous ces plaisirs les plus farfelus. Donc voilà, c'est un livre qui est assez bien écrit, qui sur le plan philosophique est très facile à lire. Après, le problème de ce livre, c'est que c'est un livre à l'ancienne, c'est-à-dire c'est un conte, il n'y a pas de chapitre, et donc pas de chapitre, ça fait fatalement un livre qui est peut-être un peu moins motivant à lire, sachant qu'en plus il fait un truc comme 350 ou 400 pages, et donc moi je vous invite quand même à le lire, c'est intéressant, ça permet d'avoir une vision un peu synthétique à la fois de Voltaire et de Nietzsche en Sade, et même si on n'est pas en accord avec cette morale, hein, ce qui est pas mon cas, hein, moi je suis catholique donc c'est pas du tout ma tasse de thé. Sade, ça reste très intéressant. C'est intéressant à la fois dans le style mais surtout dans l'histoire des idées, parce que ça synthétise tout un tas de courants philosophiques qu'on verra par la suite, hein. Les courants nietzschéens, les courants hédonistes et les visions très anticléricales et matérialistes de la société. D'accord, intéressant. Oui, j'allais justement dire que c'est pas forcément la philosophie du régime des actifs que de promouvoir ce genre de morale, mais en tout cas intéressant, si tu me le prêtes, je le lirai. C'est un livre que tu peux trouver assez facilement à la Fnac, il est à 5-6 euros, et voilà, c'est un classique. Et d'ailleurs, faut savoir que c'est un livre qui a été écrit en 91 et publié anonymement, donc pendant la période de la Révolution française, mais il a été censuré jusqu'aux années 60, je crois. Hein. Très bien, bah écoute, si tu veux, je peux poursuivre avec un bouquin du même registre. Eh ben vas-y. Non, alors c'est pas du tout un ouvrage philosophique que j'aimerais vous présenter, mais un roman. Donc c'est vraiment une lecture de plaisir, il n'y a pas de travail intellectuel à faire ici. Et le livre que j'ai lu cette année, c'était Les Éclats, ou en anglais The Shards, de Bret Easton Ellis, qui est le même auteur de White et American Psycho. Voilà, American Psycho. J'allais dire je cherchais le mot, mais le phénomène culturel que vous connaissez bien grâce au TikTok Sigma Mal. Donc oui, c'est l'auteur d'American Psycho, qui est un autre bouquin que j'avais lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Et qui était mieux que le film, hein, pour le coup. Moi, il m'est Et donc, vraiment tombé des mains, par contre, hein, parce que autant les périodes, les passages où t'as le héros, Patrick Bateman, qui réfléchit et qui est très matérialiste, qui te parle de machin, acheter une fringue, des fringues qui valent 100, 200, 3000 dollars. Je trouvais ça intéressant, autant les passages de violence me gênaient vraiment. ouais, ben après, c'est le but du bouquin, c'est vraiment de te gêner et de te choquer. Donc, non, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bref, cette fois, c'était le dernier opus de Brett, parce que c'est son dernier bouquin et qui va être adapté d'ailleurs de ce que j'ai compris en série. Et donc, c'est un roman, c'est une autobiographie fictive où on suit en fait la jeunesse de Bret Easton Ellis lors de sa dernière année de lycée,
à Los Angeles, dans une école prestigieuse de cette jeunesse dorée de l'époque des années 80. Et donc c'est l'histoire de cette dernière année et de ses relations avec ses camarades de classe et leur groupe d'amis, avec comme toile de fond un meurtre, et en particulier un meurtre en série, avec un tueur qui terrorise les habitants de Los Angeles en pénétrant chez eux de nuit, en faisant des meurtres rituels. Mais ça mélange bien justement en fait ce thriller avec en fait une ambiance. C'est vraiment un livre ambiance. Et d'ailleurs, moi j'avais découvert qu'il avait un podcast, cet auteur, qui est pas ouf, hein, mais j'ai essayé de l'écouter. Justement, il y avait un épisode sur son dernier roman, et lui-même le décrit en fait comme un roman ambiance, parce qu'on a vraiment le meilleur des années 80, mais pas les années 80 hollywoodiens avec je sais pas, Rambo et des trucs roses, Miami Vice, mais une ambiance vraiment de riches de Los Angeles qui ont tous les droits. Ils ont tous les étudiants ont une bagnole de fou. Lui, il conduit une Mercedes. Il y en a un, il conduit une Corvette. Ils ont tous des lofts avec piscine et servant. Et ils ne font que faire la fête. C'est-à-dire, ils s'envoient mais une quantité d'alcool monstrueuse. Ils sont tout le temps sous cocaïne. Ça commence comme un slasher. Hein. Ouais, c'est ça. Ils prennent de la kétamine, du Xanax, des trucs comme ça. Et alors, le livre est infiniment moins trash que American Psycho. Parce qu'American Psycho, vraiment, t'as des passages insoutenables, hein, avec des descriptions de tellement gore que, justement, t'es capable d'arrêter de le lire. Bon, là, on retrouve quand même le style qui est propre à Brett. Donc, il y a une grande violence. C'est très cru, il y a énormément de passages sexuels. Mais franchement, l'ambiance qui tourne autour de ces événements est palpitante. Et on est en attente jusqu'à la fin de savoir comment va se résoudre en fait qui sera le tueur, et surtout est-ce qu'ils vont être victimes de ce tueur. Parce que c'est un peu ça l'histoire, c'est justement il y a ce tueur qui rentre chez les gens la nuit, après les avoir stalkés pendant des semaines. Et lui et ses camarades sont un peu victimes de ce stalking. Et surtout, en fait, ça je peux le dire, ça vous divulgage rien, mais l'élément perturbateur est le fait qu'il y a un nouvel élève qui rejoint la dernière année, le lycée. Et tout du long, on soupçonne cet élève d'être le tueur, mais on ne saura pas jusqu'à la fin si c'est lui ou pas. Et voilà, et donc il y a un dénouement qui est assez mystérieux. Enfin, la fin du bouquin vous satisfait et vous insatisfait à la fois. Donc c'est assez intéressant. Et il est assez long, hein, il fait comme 800 pages, mais ça se lit très vite. Et donc voilà, moi je trouvais ça vraiment très intéressant. Et c'est un roman qui est décrit à la première personne, on est dans la tête de l'auteur, et qui partage beaucoup de choses sur sa vie, parce qu'on a sa vision de cette société un peu décadente, cette jeunesse un peu décadente et à la fois vigoureuse, et aussi ses pulsions homosexuelles, parce que l'auteur lui est homosexuel, et il y a ce conflit qu'il a entre le fait de vivre pleinement ses amours avec d'autres jeunes hommes, et le fait au contraire de se ranger entre guillemets avec sa petite amie qui est genre la bombasse du lycée. C'est ça qui est marrant, c'est que le gars est un homo c'est un sigma homo, tu vois. À la fois il tringle des mecs des joueurs de football américains ultra musclés, et en même temps il sort avec la bombasse de 16 ans, blonde, pulpeuse. Ah, c'est très gréco-romain, ça. Oui, c'est très gréco-romain, et il se donne vraiment... genre le mec prend tout, quoi.
il croque le monde à pleines dents. Bon, ben, je sais exactement quelle musique on mettra à la fin. Here we go again, made to tap your lover bush. Le goût est calme and easy. Holding macramé, mon lune louche. Après ça, tu pourras me bencher. Donc non, franchement, c'était un bon livre. Et j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter en série. Et en revanche, alors est-ce que j'allais préférer Les Éclats ou American Psycho? Je pense que c'est deux ouvrages vraiment très différents. Et Les Éclats, il y a une vibe un peu plus livre au grand public. Je pense que c'est abordable par plus de monde que American Psycho. Mais American Psycho était quand même plus original. Vraiment par le fait de ces passages où il décrit une vie complètement lisse et superficielle, où tu peux avoir 5 pages où il va te dire quel shampoing il a dans sa salle de bain. Mais c'est hyper intéressant, tu vois. Tandis que là, on a quand même un récit qui est mieux cousu. Donc la note de Maurice pour cet ouvrage, c'est un 18/20. Ah ben très bien. Très généreux. Très bien, ben, retrouvez encore une fois tous les détails dans la description. Et alors le temps presse mon cher Maurice, donc moi je vais essayer de faire assez rapidement sur le livre qui arrive, qui est le livre de Ma Jian. Donc Ma Jian, un auteur chinois qui est en exil, qui peut plus vivre en Chine, parce que écrire des bouquins c'est pas forcément une bonne idée quand t'es gouverné par le Parti communiste. Et il a écrit un livre en 1990 qui s'appelle Nouilles chinoises, qui est un livre très rigolo. Bon, qui peut être à la fois rigolo et parfois un peu triste et même intéressant d'un point de vue historique, qui est un livre qui raconte l'histoire de tout un tas de personnages qui vivent dans le même quartier à Pékin en 1990. Et donc en fait 1990 c'est pas la Chine qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas une Chine très riche, c'est une Chine qui était encore récemment sous Deng Xiaoping et qui a commencé à devenir l'atelier du monde, qui commence à s'ouvrir au monde. Et on va suivre à travers chaque chapitre un ou plusieurs personnages différents. Et ces personnages sont très loufoques, et ce sont souvent des gens qui ont connu la révolution culturelle sous Mao, puis qui ont connu une évolution du régime avec l'ouverture, le fait qu'on commence à avoir accès aux biens occidentaux, le fait qu'on soit encore très tourné sur des superstitions, des croyances populaires assez ridicules. Et la personne qui va nous narrer ces histoires est un écrivain officiel, enfin un écrivain professionnel, pardon, qui est un écrivain qui est mandaté par le régime pour décrire l'histoire d'un héros de la révolution exemplaire, et qui plutôt que faire ça va nous parler de chacun des personnages qu'il y a dans son quartier. Et il va passer son temps à discuter avec son ami donneur de sang professionnel. Alors un donneur de sang professionnel, c'est quoi? C'est un gars qui trouve d'autres Chinois, qui leur pompe du sang, qui pompe son propre sang et qui va ensuite le vendre à des hôpitaux, et qui devient très riche comme ça. Et les personnages qu'on va suivre sont des personnages qui sont très divers, ça va de l'actrice au directeur d'un journal de poésie et de littérature. On passe aussi par la fille employée qui est complexée par ses trop gros seins, ou un homme qui vit reclus avec son chien. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très très rigolo. En fait, c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai trouvé au pif en occasion dans un Giberjeune qui a aujourd'hui fermé. Et je vous recommande très fortement de lire ça, parce que non seulement il y a un côté assez drôle et assez loufoque dans le fait de suivre les histoires de personnages qui sont effrayés par leurs femmes et qui vont composer d'infidélité en infidélité, mais ça parle aussi d'ignorance populaire, ça parle de personnages qui composent avec leur temps,
qui mettent un rouge à lèvres parce que ça fait chic, que ça fait européen, qui découvrent qu'on peut parler d'amour de façon non bourgeoise, qui sont ancrés dans des superstitions absolument ridicules. Titre d'exemple, une autrice qui est persuadée que il faut qu'elle se recouvre le visage de sperme pour pour conserver sa jeunesse, et parfois des histoires assez tristes. C'était plus le donneur de sang professionnel, c'était le donneur d'autre chose. Ah, c'est le donneur de semences, hein. Et son mari est pas très content de faire ça. Et ça va du même mari qui est la victime de sa femme et qui se conduit comme un tyran avec sa maîtresse, qu'il va battre parce qu'elle est devenue grosse, parce qu'elle a cessé d'être jolie, et qui se montre absolument infâme. Et donc voilà, c'est un livre que je conseille fortement. Ça nous plonge bien vraiment dans une ambiance d'une autre époque et d'un autre pays, et une culture qui est vraiment très différente de la nôtre. Il y a un petit côté, alors je dirais, si on tordait un peu, un petit côté voltairien dans le fait de nous présenter des personnages qui semblent assez caricaturaux, mais voilà, c'est assez difficile de comparer ça à des auteurs qu'on connaît nous, parce que c'est un auteur chinois, parce que c'est une autre culture, c'est un autre rapport aux choses. Donc voilà, Ma Jiang, Nouilles chinoises, que vous pouvez trouver aux éditions J'ai lu. C'est assez rapide à lire, c'est un peu plus de 200 pages, avec une dizaine de chapitres. Et voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, je l'ai conseillé à des collègues chinois qui viennent de la Chine communiste et qui ne connaissaient pas. Et ils ont bien aimé. Très bien, on l'ajoute dans le haut kiosque. Alors mon cher, les étagères du kiosque. On soulève, on ajoute un 4e livre. Et donc mon cher Maurice, il ne nous reste plus que 5 minutes pour conclure cet épisode. Est-ce que tu as quelques mentions honorables que tu aimerais partager avec nous dans ce kiosque? Alors, mention honorable ou déshonorable. J'ai essayé de lire cette année un essai philosophico-politique qui était... alors, comment? Bien, j'ai oublié le nom. C'était Traité du néo-réactionnaire de Nîmes. Et c'était un peu un échec, ce bouquin. Donc, je le mets plutôt dans les mentions déshonorables. Parce que c'était vraiment tordu. En fait, c'est un... Je ne saurais même pas comment décrire ce livre. Tant c'était complexe et décousu. En fait, c'est... Grosso modo, cette tranche des proches des penseurs américains libertariano-technico-philes. Et assez hostile à la démocratie aussi. Voilà, hostile à la démocratie, tendant vers une droite, une extrême droite technologique. Et on nous présente tout un tas de concepts scientifiques et politiques visant à proposer un modèle de société axé justement sur le progrès, le fait de renier la démocratie pour un élitisme éclairé. Et je l'ai pas fini. J'ai lu un peu plus de la moitié, et après j'ai lâché parce que j'en pouvais plus. Voilà pour ma mention déshonorable. Est-ce que j'ai une mention honorable? Oui, j'ai une mention très honorable qui est très bien. C'est très court. C'est le... alors attendez, est-ce que c'est le comte ou le marquis? Le comte de Mauthausen? Non. Munchausen. C'est le marquis de Munchausen. C'est une nouvelle autrichienne. On suit les aventures du marquis ou du comte, je sais plus, je vérifierai. Au temps des grandes guerres européennes sous Napoléon. Et c'est un personnage en fait à qui arrive plein d'aventures très loufoques, très très fantastiques. Et c'est un peu une sorte de Michel Strogoff autrichien qui a beaucoup de courage mais beaucoup d'humour. Par exemple, il va voyager sur un boulet de canon. Ah oui, effectivement, c'est connu ça. Oui, c'est très connu. Il va se battre avec un ours, il va
il va visiter la Turquie ottomane. C'est pas lui qui va voilà, aller dans une baleine aussi Si, voilà, il lui arrive vraiment plein de choses. Il y a aussi un amour romantique, enfin du romantisme avec des princesses qu'il dérobe à des sultans. C'est très rigolo. C'est des petits chapitres avec une histoire différente à chaque fois. Ça se lit très vite. Franchement, mention très honorable. À ton tour, cher ami. Bien, alors moi, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, premièrement, mention honorable, j'ai lu un livre de Beck BD qui s'appelle L'homme qui pleure de rire, qui est en fait un livre dans lequel il va revenir via son héros, Octave Parango, sur sa propre expérience au sein de France Inter. Et il va parler de toute la culture du rire, surtout du ricanement, du fait que dans les médias on essaie de jamais rien prendre au sérieux, qu'on soit toujours dans l'ironie, et il va aussi quand même parler du fait que on est affaire à la fois à du ricanement mais une forme de gauchisme assez violent à France Publique. Je l'appelle France Publique parce que c'est France Inter plus je ne sais plus quel acronyme. Mais ouais, c'est un livre que j'ai trouvé pas mal, qui est assez facile à lire. Beck BD a une belle plume, donc je recommande ça. Si vous cherchez le livre, en fait, L'homme qui pleure de rire, c'est comme ça qu'il est appelé, mais sur la première de couverture, en fait, vous avez juste le smiley mort de rire. Donc voilà, ça c'est plus un exercice de style intéressant, une réflexion intéressante sur les médias, mais voilà, ça reste du Beck BD, donc c'est plus à prendre comme un divertissement que comme un ouvrage purement intellectuel. Sinon après il y a le livre de Fabry, le dernier livre de Fabry que j'ai bien aimé, Hail Caesars, je sais pas si tu l'as lu. Non, le dernier que j'ai lu c'était les impérialismes revanchards. En gros, Hail Caesars, c'est toujours dans sa même logique qu'on avait présenté dans le podcast d'historionomie, de chercher des récurrences et chercher un modèle, chercher des modèles qui permettent d'expliquer en fait comment se construit un État-nation et comment est-ce qu'il évolue par étapes. Et en fait, dans ce livre, il va parler de phénomènes d'État dont il avait pas parlé jusqu'à présent, qui sont en fait les États nés d'une révolution indépendantiste, notamment les États-Unis, mais il va aussi parler de Gênes, de Venise, de Carthage, de Rome, etc. Et en fait, il va essayer d'expliquer par ce livre pourquoi, en fait, il y a tout un tas de choses qui nous semblent bizarres dans le fonctionnement de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est une démocratie, mais c'est une démocratie sur le papier, mais dans les faits, c'est quand même très différent de ce qu'on a chez nous. Il y a beaucoup plus de centralisme. Il y a des modes de scrutin qui sont très bizarres. On voit des évolutions très inquiétantes sur la violence politique. On pourrait même en reparler avec l'assassinat de Charlie Kirk. Et la concentration du pouvoir. Et en fait, dans ce livre, il va affiner le modèle qu'il a développé dans Les impérialistes revanchards ou La structure de l'histoire, et il va chercher à démontrer qu'en fait, les États-Unis ne sont pas une démocratie dans le sens occidental du terme, et que ce à quoi on doit s'attendre dans le futur, c'est une concentration vraiment de plus en plus forte du pouvoir pour mener vers un absolutisme. Et alors, rapidement aussi, en 1 minute ou 2 minutes, il y a un livre qui nous a été envoyé, et d'ailleurs que j'ai acheté par Moss des éditions Carmin, qui s'appelle Illusion de la justice sociale, qui est le dernier essai de Thomas Sowell, donc un économiste américain qui est assez connu pour ses vulgarisations et ses points de vue sur les discriminations, donc c'est plutôt un libéral. Et donc Illusion de la justice sociale, qui est un petit livre de 200 pages, qui est assez rapide à lire, va parler de tous les problèmes qu'il y a dans la justice sociale, notamment aux États-Unis, les a priori qu'on a qui sont faux sur l'égalité des chances et l'égalité de résultats, le fait qu'en fait il y a plein de critères, plein de facteurs sur lesquels on n'a pas prise, qui conduisent à l'inégalité des résultats et à l'inégalité des chances.
Deuxièmement, en fait, il va parler de tous les préjugés qu'il y a sur la discrimination raciale et sur le fait que beaucoup d'inégalités qu'on constate ne peuvent pas s'expliquer par la discrimination. Et ensuite, il va parler surtout de politique publique et de comment les décideurs politiques font des mauvaises décisions en pensant connaître toutes les données et en mésestimant en fait l'impact que vont avoir leurs décisions. Donc c'est un livre qui est assez facile à lire, qui est très sourcé, ce qui est pas mal. Après, faut toujours faire attention, hein. C'est pas parce que vous avez lu un économiste comme Sowell, Hayek ou von Mises que ça fait de vous des experts en économie. Et d'ailleurs, faut garder en tête que Thomas Sowell, qui est un essayiste, c'est plus un vulgarisateur qu'un chercheur économique, et ça peut pas être comparé à je sais plus comment il s'appelle, à des Friedman, à des Cohen ou même à des Piketty. Donc voilà, moi c'est le dernier livre que je mettrais dans mes mentions honorables. Il te l'avait envoyé en PDF, non? Alors il me l'avait envoyé en PDF, mais en fait je l'avais déjà acheté. Et moi je l'ai lu en papier. Tu pourras me tourner le PDF parce que moi j'avais gentiment demandé, je l'ai reçu. Alors il me semble qu'il est sur la boîte mail du régime des actifs. Ah bon bah je regarderai. Très bien, bah cher ami, sur ce, je ne peux que te rappeler quelque chose d'important, qui est de savoir que si le passé c'est bien... Ah ben l'avenir, plein de livres, c'est mieux. Et sur ce, bah, on vous rappelle de, s'il vous plaît, mettre un pouce bleu, et ça je couperai en montage, mais sur cette vidéo ou podcast, de vous abonner, de partager à vos copains, de rejoindre le canal Telegram, et de nous envoyer une grosse bourse pleine de pièces d'or par la poste. Sur ce, gros bisous les amis, à plus. Psycho killer.